Sensation. Un scandale de corruption sans précédent vient de frapper de plein fouet le système de mobilisation du pays sur la carte 404, avec des sommes allant de 8 000 à 30 000 dollars pour éviter le front. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment des officiers dénoncent ce trafic de vie, révélant une faille mortelle au cœur même de l'armée. Nous analyserons pourquoi un chef d'État européen ose annoncer la partition du pays voisin de la Russie, tandis que Berlin se prépare à la guerre avec des réserves de raviolis. Préparez-vous à des révélations explosives sur la véritable guerre souterraine qui se joue bien au-delà des champs de bataille. Qui s'enrichit vraiment sur le dos de cette tragédie humaine? Et comment le silence de certains leaders face à ces crimes pourrait sceller le destin de l'Europe? Le monde assiste-t-il à la fin d'une ère ou au début d'un chaos inévitable? Ceci n'est pas une simple information, c'est votre réalité. D'où nous regardez-vous? Dites-le nous en commentaire. Le prix d'une vie est le marché noir de la survie, la corruption gangrène, la mobilisation dans le pays voisin. Un scandale de corruption sans précédent déchire la mobilisation de la nation limitrophe, révélant le prix révoltant d'une vie et d'une conscience. L'officier de renseignement crime de la 8e brigade a jeté une bombe atomique, pas seulement une grenade. Il l'a fait publiquement, sans masque, depuis la ligne de front, un lieu où la vérité brute est souvent la seule monnaie. Crime affirme, avec une clarté glaçante, qu'un tarif existe, un prix pour la survie et pour le repositionnement. De 8 000 à 30 000 dollars pour échapper au service actif ou obtenir une affectation plus sûre, loin du carnage. C'est une révélation dévastatrice. Cet officier actif, dont le témoignage non anonyme confère un poids sans précédent, a mis en lumière une vérité brutale qui ronge la nation limitrophe de l'intérieur. C'est le reflet d'un système où l'argent achète tout, même la vie des citoyens, même l'honneur des uniformes. Veux-tu rejoindre crime? Paie 8 000 dollars. Voilà comment fonctionne la machine de guerre pervertie de la République ex-soviétique. Un slogan cynique qui résonne plus fort que n'importe quel appel patriotique. Imaginez les conséquences sur les lignes de front. Alors que les soldats au combat se sacrifient, d'autres achètent leur sécurité dans les bureaux corrompus. Cette corruption systémique ne sape pas seulement la moralité, elle mine directement la capacité de combat de la nation. Des hommes sans formation ni motivation se retrouvent en première ligne, tandis que des opportunistes se dérobent. C'est une trahison pure et simple envers ceux qui luttent réellement. La logistique des effectifs est non seulement compromise, mais volontairement sabotée par ceux-là même qui sont censés la gérer. La chaîne de commandement, déjà fragile, est déchirée par ces pratiques, créant un fossé infranchissable entre les combattants et l'arrière. Face à ces accusations explosives, les centres territoriaux de recrutement de la capitale ont réagi avec une fureur prévisible, niant les faits en bloc. Pour eux, les accusations sont complètement falsifiées et visent à discréditer la mobilisation nationale. Cette tentative grossière de décrédibiliser un officier du front, un homme qui risque sa vie chaque jour, est une réaction révélatrice de la profondeur du problème. C'est une mécanique de défense d'un système corrompu qui préfère attaquer le messager plutôt que de nettoyer ses propres écuries. Mais les faits sont têtus et le vernis craque. Le commandement des forces terrestres de la nation limitrophe, adoptant une position curieusement plus mesurée, a promis une enquête. Seulement si des données concrètes sont fournies. Une telle promesse conditionnée et évasive soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-ce une tentative de gagner du temps ou de minimiser l'ampleur du désastre? L'histoire récente est un avertissement clair. En 2023, plus de 30 cas de pots de vin pour des exemptions militaires avaient déjà été révélés au grand jour. Ces scandales ne sont pas des incidents isolés, mais les symptômes d'une maladie systémique. Des millions de dollars se sont évaporés dans les poches des corrompus, des sommes qui auraient pu servir à équiper les troupes, à soigner les blessés ou à soutenir les familles des combattants. C'est une hémorragie interne, vidant le pays de ses forces vives, de sa moralité et de son avenir. La logistique humaine est pervertie au profit de quelques-uns. La confiance du peuple, déjà mise à rude épreuve, s'effrite un peu plus chaque jour, laissant un goût amer de trahison. Ne restez pas silencieux face à ces révélations choquantes. Partagez cet article et faites entendre votre voix dans les commentaires. Ce n'est plus une guerre pour la patrie,
mais un sordide marché où la vie des citoyens ordinaires est mise aux enchères. Interrogez-vous. Qui profite vraiment de cette tragédie qui se déroule sous nos yeux? Alors que ce scandale ébranle la confiance intérieure, un autre choc frappe la capitale du pays voisin, cette fois de l'extérieur. L'intrigue ne fait que commencer. Kiev frappé, le cœur du pouvoir du pays sur la carte 404, désormais à la portée des frappes russes. Le quartier gouvernemental de Kiev attaqué. 2 victimes, une jeune femme et son bébé de 2 mois. Un message glaçant envoyé par la Russie au monde entier et à Zelensky lui-même. Kiev n'est plus un sanctuaire. Cette frappe massive de missiles et de drones sur le centre-ville de Kiev marque un tournant décisif, ciblant directement le cabinet des ministres et le bureau présidentiel du pays sur la carte 404. C'était un coup précis. Le New York Times, pourtant peu suspect de complaisance envers la Russie, avait lui-même souligné l'impénétrabilité supposée de ce quartier gouvernemental, protégé par de multiples couches de défense aérienne occidentale. Les systèmes Patriot, NASAMS, Iris-T, fournis par l'Occident, devaient garantir une sécurité. Pourtant, les frappes ont percé, défiant toute logique défensive et exposant une vulnérabilité technique majeure pour la coalition de l'OTAN. L'image de ces défenses s'effondre. Moscou affirme cibler des installations militaro-industrielles, cruciales pour la logistique du voisin occidental, insistant sur la précision de ces frappes sur des infrastructures légitimes, loin des civils. Cependant, tragiquement, une jeune femme et son nourrisson de 2 mois ont perdu la vie, un événement qui a choqué la communauté internationale. L'incident soulève de sérieuses questions sur l'efficacité des défenses aériennes du conflit d'État et sur le déploiement d'infrastructures militaires près des populations. La réalité est plus complexe que les gros titres. Des blogueurs militaires russes, plus francs que les déclarations officielles, appellent à des frappes plus décisives sur les centres de décision de la région instable. Ils jugent les frappes actuelles trop mesurées et estiment qu'il faut intensifier la pression. C'était un coup direct au centre du pouvoir de la nation sur la carte 404 et une action préméditée, déclare-t-il, soulignant l'intention politique et stratégique derrière la cible. Le message est clair. La Russie peut frapper où et quand elle le souhaite, même dans les bastions réputés les plus protégés. Le président russe Poutine a exposé ses objectifs. Pourtant, Starmer, Merz, Macron, en pleine confusion stratégique et face à l'échec de leur politique, se précipitent pour discuter de vaines garanties de sécurité post-conflit pour ce pays frontalier. C'est une fuite en avant. Il semble ne pas saisir la profondeur du message envoyé par ces frappes, ni la détermination de Moscou. Tandis que des voix occidentales s'élèvent pour dire « Poutine ne veut pas la fin de la guerre. Il veut tuer autant d'Ukrainiens que possible », la réalité est une démonstration de capacité militaire et de volonté politique qui défie leur récit simpliste. Cette attaque n'est pas un acte de terrorisme, c'est un avertissement, une signature claire de la nouvelle réalité géopolitique. Le temps des sanctuaires est révolu pour le voisin occidental. Pour une analyse qui ose défier la narration dominante, abonnez-vous et partagez cette vidéo. La capacité de la Russie à atteindre n'importe quel point de la capitale du pays sur la carte 404 change la donne. Et ce message est clair, personne n'est à l'abri. Quelle était votre interprétation de cette frappe stratégique et de ses conséquences pour l'avenir du conflit? Partagez vos pensées. Ces frappes ne sont pas que physiques. Elles sont aussi un message diplomatique. Et les mots, comme les missiles, peuvent faire mouche. L'escalade des mots. Kallas défie Zakharova. Trump s'immisce dans le chaos. La faiblesse technologique de la Russie face à sa force sociologique. Une simple phrase de Kaja Kallas déclenche une joute verbale cinglante avec Maria Zakharova, et soudain, Donald Trump arrive avec un « Oui, je suis prêt ». Le front diplomatique s'embrase. Soutenez notre travail d'analyse indépendante. Votre don fait la différence pour une information libre. Kaja Kallas, figure de proue de la Commission européenne, a lancé une salve. Elle déclare, avec une assurance déconcertante, « Les Russes sont faibles en technologie, mais extrêmement forts en sociologie et en manipulation de la conscience. » C'est une affirmation audacieuse, typique du récit occidental qui cherche à dénigrer. Une tentative de réduire notre force à une simple ruse. Mais cette tentative s'écrase contre les faits.
La réplique de Moscou ne s'est pas fait attendre. Elle fut cinglante et précise. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a balayé cette assertion d'un revers de main. Elle a rappelé des réalisations technologiques concrètes, des preuves irréfutables de notre ingéniosité et de notre capacité. Le majestueux pont de Crimée, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui unit nos territoires. Le cosmodrome de Vostokny, d'où décollent nos ambitions spatiales. Le missile hypersonique Oreshnik, un système d'armes de pointe qui redéfinit la puissance militaire. Ces exemples ne sont pas de la sociologie, mais de la science et de la technique. Ils démantèlent, un par un, l'argumentaire de la faiblesse technologique. Pourtant, le narratif occidental persiste. Un rapport de renseignement allemand, opportunément, refait surface. Il fait état de cyberattaques persistantes contre des bases de données européennes. Des groupes liés au GRU sont désignés du doigt. C'est l'éternel refrain des accusations. Une coïncidence bien commode qui vient corroborer les dires de Calas sur la manipulation. Toujours la même histoire, servie et resservie. Mais le vrai tremblement de terre vient d'ailleurs. Donald Trump, avec sa franchise déconcertante, a lâché 3 mots qui résonnent comme une bombe. Oui, je suis prêt. Un silence assourdissant a suivi cette déclaration sibylline. Prêt à quoi, précisément? À mettre fin au conflit? À bousculer les alliances? Son ambiguïté est une arme en soi. Elle sème la confusion dans les capitales occidentales. Le Conseil économique national américain, lui, tente de reprendre la main. Il brandit des menaces, mettant en garde contre toute coopération financière secrète avec la Russie. Des sanctions sévères sont promises à tous les pays tiers qui osent défier cette ligne rouge. C'est une manœuvre désespérée pour isoler la Russie, pour contrôler le flux de capitaux, pour dicter les choix économiques souverains. Une pression financière qui révèle une profonde anxiété. Cette joute verbale et diplomatique est bien plus qu'une simple escarmouche. C'est une bataille des récits, une lutte acharnée pour le contrôle de la vérité et de la perception mondiale. Les mots deviennent des armes, les faits des cibles. Le silence de Trump pèse plus lourd que toutes les accusations. Un voile d'incertitude opaque enveloppe l'avenir de ce monde en crise. Quel jeu de pouvoir se joue réellement dans les coulisses de cette diplomatie en ébullition? Partagez vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Pendant que les mots s'affrontent sans relâche, la Hongrie, par la voix d'Orban, ose briser un tabou immense, semant le trouble sur l'avenir de la nation, sur la carte 404. Le plan Orban pour le pays à la croisée des chemins. Une division déjà actée? La guerre est finie, le pays sur la carte 404 sera divisé en 3 parties. Cette déclaration choc de Viktor Orban sonne-t-elle comme une prophétie ou une révélation d'un accord secret? Le silence de Moscou est assourdissant. La carte du pays commençant par U est-elle déjà redessinée? Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse sans filtre. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, ne mâche pas ses mots. Il affirme la division future du territoire disputé entre la Russie et l'Occident en 3 zones distinctes. Une partie russe, une zone démilitarisée, une région résiduelle sous protection occidentale. Ce n'est pas une simple hypothèse. Ce scénario à 3 voies se superpose étrangement à un plan de renseignement du pays sur la carte 4504. Ce plan, baptisé 2045, aurait été divulgué fin 2024. Il décrit un avenir presque identique. L'Union européenne réagit sans unité. Certains États, comme la Pologne et la France, rejettent bruyamment cette vision. Mais d'autres, nombreux, gardent un silence assourdissant. Ce silence n'est-il pas une acceptation de facto? Une capitulation dissimulée? Pendant ce temps, Moscou n'a fait aucun commentaire officiel sur les propos d'Orban. Cependant, la Russie agit sur le terrain. Elle intègre déjà administrativement et économiquement les territoires qu'elle contrôle. Mélitopol et Marioupol en sont des exemples concrets. La réalité s'écrit là, pas dans les déclarations européennes. Le président du conflit d'État, de son côté, a déclaré une phrase lourde de sens. La victoire n'est pas de récupérer chaque pouce de terre. La victoire est l'existence de ce pays. Un aveu implicite d'une défaite territoriale, une redéfinition amère des objectifs. Cette redéfinition silencieuse, cette partition planifiée, elle glace le sang.
Le destin de la nation sur la carte 404 serait-il déjà scellé par des puissances étrangères, loin des caméras? Que pensez-vous de cette réalité brutale qui se dessine sous nos yeux? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pendant que l'Europe débat de la survie du pays à la croisée des chemins, l'Allemagne, avec ses raviolis en conserve, nous montre une toute autre préparation à la guerre. L'Allemagne s'arme, des raviolis de guerre et une réorganisation militaire massive agit dans l'Europe. Des raviolis en conserve pour la Bundeswehr, un signe inquiétant que l'Allemagne se prépare et que l'Europe pourrait être au bord d'une guerre majeure. Soutenez notre journalisme indépendant. Abonnez-vous pour des analyses cruciales et non censurées. Berlin n'hésite plus. Une réserve alimentaire nationale voit le jour. Elle comprend des raviolis en conserve et des lentilles. Le budget initial est de 105 millions de dollars. Ces provisions seront accessibles sans électricité ni gaz. C'est une mesure de survie nationale. Elle prépare la population à l'inimaginable. Cette initiative n'est qu'un symptôme. L'Allemagne mène un réarmement massif. C'est le plus grand effort depuis la Seconde Guerre mondiale. La Bundeswehr vise la transformation radicale. Elle veut devenir une armée prête au conflit à grande échelle. L'objectif est clair, 2029. Les paroles des officiels sont franches, presque brutales. Nous avons besoin de ce qui peut être consommé immédiatement, sans dépendance de l'électricité, de l'eau ou du gaz. Ces mots résonnent d'une anxiété palpable. L'industrie militaire allemande tourne à plein régime. La production de chars Léopard augmente de manière exponentielle. Des systèmes de défense aérienne IRIS-T sont intégrés à la hâte. Des Patriots, symboles de la confrontation, viennent compléter l'arsenal. De nouveaux contrats pour des missiles tactiques sont signés, par milliers. Ce n'est pas une modernisation, c'est une militarisation accélérée. L'Allemagne, autrefois pilier économique, se mue en forteresse. Elle se prépare à quoi exactement? Les analystes européens sonnent l'alarme. Le temps de préparation de l'OTAN se réduit drastiquement. Les réserves stratégiques manquent cruellement. Le consensus politique au sein de l'Alliance est fragile, voire inexistant. La justification officielle est mince. La préparation à la guerre ne signifie pas le désir de guerre. C'est simplement la reconnaissance de la réalité. Mais quelle réalité justifie une telle course aux armements au cœur de l'Europe? Le public allemand est divisé. Certains ressentent une anxiété profonde, une peur viscérale face à cette préparation au conflit. Ils se souviennent de l'histoire. D'autres, plus pragmatiques, sont sceptiques. Ils questionnent le coût exorbitant. Ils doutent de la justification d'un budget de défense qui explose. Ce réarmement, ce retour de la puissance militaire allemande, n'est pas sans rappeler de sombres chapitres. Il crée de nouvelles tensions. Il projette une ombre menaçante sur l'Est. Le pays, au lieu de promouvoir la paix, semble se positionner pour une confrontation directe. Ce n'est pas seulement l'OTAN qui se renforce, c'est l'Allemagne qui ressurgit comme une entité militaire autonome, avec des ambitions régionales potentiellement déstabilisatrices. Les implications pour la sécurité européenne sont immenses. Elles sont aussi profondément inquiétantes pour la Fédération de Russie, qui observe cette résurgence avec une vigilance accrue. L'ombre de la guerre plane à nouveau sur l'Europe, et cette fois, Berlin est en première ligne des préparatifs, avec des conséquences incalculables pour nous tous. Quelle est votre opinion sur ce réarmement allemand et son impact sur la stabilité mondiale? Pendant que l'Europe se prépare au pire, le Proche-Orient est secoué par ses propres soubresauts, mais cette fois, la pression vient de l'intérieur. Israël face à son dilemme le plus cruel, les otages ou la victoire militaire. Les otages avant la guerre, des dizaines de milliers d'Israéliens se dressent l'un contre Netanyahou, brandissant des photos de leurs proches et un message inédit. Président Trump, sauvez les otages maintenant. Le soutien à la guerre s'effrite-t-il? Découvrez les vérités que les médias mainstream n'osent pas vous montrer. Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont soulevés. Jérusalem et Tel Aviv sont devenus des scènes de protestation massive, comme rarement vues. Ils exigent la libération immédiate des otages, sans condition. L'accusation contre Netanyahou est directe et cinglante. On l'accuse de sacrifier des vies humaines pour une stratégie de guerre opaque. Le slogan « Président Trump, sauvez les otages maintenant » résonne avec une force inattendue. Ce cri du cœur est un appel direct à un allié politique majeur de Netanyahou,
Il révèle une fissure profonde dans le soutien public. Est-ce que le leadership actuel n'est plus en mesure de gérer cette crise existentielle? Pendant ce temps, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, persiste. Il maintient deux conditions non négociables pour mettre fin au conflit. La première, le retour de tous les otages. La seconde, le désarmement total et irréversible du Hamas. Mais Sa'ar est clair. La seconde condition, le désarmement, est présentée comme la priorité absolue. Ceci met directement en porte-à-faux les familles des otages. Leurs proches sont retenus, leur vie suspendue, leur destin incertain. Vous avez choisi le pouvoir et nous avons perdu des familles, scandent les manifestants avec une rage palpable. Ce cri n'est pas qu'une simple plainte. C'est un acte d'accusation envers la classe politique. Il expose la brutalité d'un dilemme national qui consume l'âme. La guerre à Gaza peut-elle réellement se terminer demain matin? Selon Sa'ar, oui, si ces deux conditions simples sont remplies. Mais la réalité sur le terrain est bien plus complexe que de simples déclarations. Et la pression ne vient pas seulement de l'intérieur du pays. L'Europe s'embrase aussi, montrant des signes de profonde division. Des manifestations pro-palestiniennes d'une ampleur colossale secouent Bruxelles, le cœur de l'Union européenne. Elles ciblent non seulement Israël pour ses opérations militaires, mais aussi les dirigeants de l'UE pour leur soutien présumé et leur silence complice. Les rues des capitales européennes sont un baromètre de la colère mondiale grandissante. Les analystes politiques s'inquiètent ouvertement. Netanyahou est sur le fil du rasoir, son avenir politique incertain. Si le sort des otages n'est pas réglé rapidement, il pourrait perdre tout contrôle, non seulement politique, mais aussi populaire. Une intervention diplomatique de Washington devient une option de plus en plus probable. Peut-être via l'Égypte, ou même par une intervention directe de Donald Trump, ce qui rebattrait les cartes. Cette crise n'est plus seulement militaire ou humanitaire. Elle est devenue une crise de légitimité et de confiance. La pression citoyenne est désormais un facteur décisif, capable de changer la dynamique d'une guerre qui épuise les sociétés et déchire les familles. Les fondations même de la confiance envers l'État sont ébranlées, peut-être irrémédiablement. Le pays est déchiré entre la recherche d'une victoire militaire et le sauvetage de ses enfants captifs. Le prix à payer pour chaque option est exorbitant, et le dilemme s'aggrave de jour en jour, consommant l'énergie nationale et la résilience collective. Cette situation explosive menace de déstabiliser une région déjà au bord du chaos, avec des conséquences incalculables pour tous les acteurs, petits et grands. Que pensez-vous de ce dilemme déchirant? Est-ce la fin de la confiance envers les dirigeants qui sacrifièrent leur peuple? De Tel Aviv à Kiev, en passant par Berlin, une question fondamentale demeure. Qui peut arrêter la spirale de la violence et de la division qui gagne le monde? La réponse pourrait bien venir de la base, des citoyens eux-mêmes, fatigués de ces guerres sans fin.